Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! C'est quoi vivre autour du monde, genre au Mexique, puis travailler moi, je veux quand même savoir, au Québec? ouais. Ben, C'est ça, essentiel dans la fenêtre un mardi matin parce que t'as plus d'Internet. Mais comme attendre pour l'Islande, mettons. Mais ça dépend, je pense, aussi des endroits. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu travailles dans des Airbnb ou des hôtels ou des endroits qui sont pas chez vous, ben ta connexion Internet, forcément, c'est ça que tu as besoin pour travailler. Puis t'es pas, tu sais, c'est pas toi qui l'as choisi, puis c'est pas nécessairement la plus grande stabilité. Des fois, c'est juste que elle est pas assez vite. Des fois, il y a juste trop de monde en même temps sur le réseau. Fait que, tu sais, puis, ben, t'as pas ton système de support que t'as chez vous, genre, t'appelles ton voisin ou ton frère qui habite pas loin, puis tu sais, tu peux pas nécessairement te gérer comme ça. Puis, ça veut pas dire non plus que les systèmes tu sais, ici, on a appelé la compagnie d'Internet pour dire qu'on n'avait plus d'Internet. Ils nous ont dit d'ici 4 jours. Mais tu sais, au Québec, ils disaient pas 4 jours. Ça va être réglé dans 2 heures. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en fait, c'est juste que ça te prend beaucoup de résilience, puis ça te prend beaucoup, tu sais, de créativité, puis il faut que tu sois à l'aise de travailler dans un environnement qui est pas le top, qui est pas ton environnement de choix. Tu sais, il faut que tu t'adaptes de dire, bon, c'est pas ça que j'aurais voulu, mais ça va être ça aujourd'hui. Mais ça arrive-tu tant que ça? Je veux dire, ça doit pas arriver de temps. Ah ouais? OK. Ah ouais. Mais OK, mettons qu'on enligne ce qui est le fun de là, parce que tu es quand même là depuis un bout. Là. Fait que tu dois quand même pas mal aimer ça. C'est quoi tes highlights de vivre au Mexique, mais de quand même travailler au Québec? Ben, mes highlights, premièrement, ben, c'est sur l'argent, dans le sens que je gagne en canadien, converti en peso, tu sais, je suis gagnante, là, j'ai pas besoin de travailler beaucoup pour payer ma vie. Puis moi, tu sais, ce que j'aime, c'est que moi, si aujourd'hui, quelqu'un m'appelle et me dit « Hey, cet après-midi, on s'en va à Beach, veux-tu venir? » Ben, c'est parfait, tu sais, oui. C'est tout. Je me pose plus la question. Tu sais, je m'arrange, puis si j'ai un meeting, je fais mon meeting, après j'y vais, mais tu sais, j'ai même pas tant de meetings. Moi, mes meetings sont tous le matin, jusqu'à 1 heure ou 2 heures max. J'ai jamais rien l'après-midi, justement, pour avoir la flexibilité. Fait que si quelqu'un me dit hey, jeudi prochain, on fait un party, je sais pas quoi, où on va faire telle activité, ben c'est parfait. Moi, je peux venir tout le temps. Je dis tout le temps oui à tout. Tu sais, j'ai pas un horaire qui est fixe. Puis j'ai pas un horaire qui est chargé. Tu sais, je travaille à peu près 20 heures, 25 heures par semaine. Puis je vis très bien, tu sais. Mais ça, tu pourrais faire quand même la même chose au Québec. L'aspect de Mexique, ça peut pas être juste la plage. Ben, je pourrais pas parce que 25 heures par semaine, je pourrais pas payer un appartement à Montréal, puis l'épicerie, puis mon sel. Définitivement pas à Montréal, en tout cas. Hein? Définitivement pas à Montréal, en tout cas. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est cher, puis même, tu sais, je te dirais que même ailleurs, tu sais, c'est que c'est vraiment plus cher, là. On parle d'ici, mon coût de la vie, là, tout ce que j'ai, mes paiements par mois, c'est en bas de 500 $. Fait que, tu sais. Comment ça fonctionne avec ton téléphone? Ben, le téléphone, ici, en tout cas, ben, dans beaucoup d'endroits, mais mettons, au Mexique, c'est, t'achètes une carte SIM au dépanneur, ça coûte à peu près 3 piastres. Puis à tous les mois, je vais au dépanneur, ça me coûte 12 piastres par mois. J'ai texto limité, réseaux sociaux limités, puis j'ai 3 gigs d'Internet. Je vais le payer au DEP. Réseaux sociaux illimités ou genre les données illimitées? Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, c'est limité. Ah ouais. Puis si t'es en dehors de ces applications-là, ben là, tu tombes sur tes gigs. Puis là, moi, j'ai 3 gigs. OK. C'est bon. C'est ça que j'ai en tête pour l'Islande, parce qu'hier, j'ai appelé la compagnie de téléphone, puis c'est comme quand même assez dispendieux pour juste garder le même forfait dans un autre pays, là. Fait que c'est ça que j'ai en tête d'aller acheter une carte SIM, justement. Fait que je me suis posé la question en rose. Ouais, quand tu es à l'étranger, c'est tout le temps mieux d'aller t'acheter une carte SIM de la place parce qu'au Canada, on n'a pas des bons forfaits. Je pense qu'en Europe, les Européens ont des bons forfaits à l'international, mais pas nous. Fait que souvent, c'est juste vraiment plus simple d'aller s'acheter une carte. Puis sinon, niveau tu parlais des lois aussi, du ça, de travailler à l'étranger. Je sais que tu as fait beaucoup de recherches par rapport à ça. C'est quoi les résultats de tes recherches? Ben, c'est compliqué, puis il n'y a pas nécessairement de réponse claire de la part du gouvernement. Fait que c'est comme un peu freestyle. Tu y vas selon ce que tu penses, puis si jamais tu fais poser des questions, ben, t'expliques un peu
pourquoi tu as pris cette décision-là. Mais tu sais, en gros, c'est que lorsque tu es à l'étranger, ben là, premièrement, tu perds ta RAMQ puis tout ça après 180 jours. Mais ça, c'est pas nécessairement le problème. Le problème, c'est que tu peux perdre ton statut fiscal. Puis quand tu perds ton statut fiscal, ben c'est que tu es imposé comme si tu n'étais pas Canadien et ton taux d'imposition peut doubler. Fait que passer de 27 à 53 %, ça fait mal. Fait que, tu sais, faut que tu t'assures, dans le fond, que tu as assez de liens financiers avec le Canada pour qu'ils voient que tu continues à participer à l'économie puis qu'ils décident de te laisser ton taux d'imposition normal. Fait que ça, tu sais, faut que tu gardes tes cartes de crédit, faut que tu gardes des comptes de banque ouverts, faut que tu aies l'argent qui se promène, faut que tu aies un permis de conduire, faut que tu ailles, le plus possible de choses parmi ceux-là. Tu sais, des placements, si tu as des placements de CELI, de REER, ben c'est bon aussi. Fait que comme que tu montres que tu es encore active au Canada pour qu'ils décident de te laisser ton taux d'imposition. Mais ça, c'est pas déterminé. Fait que la façon la 100% sûre d'avoir une réponse, c'est d'aller voir un fiscaliste. Mais les fiscalistes, ça coûte 250$ de l'heure. Fait que pensez-y bien. Mais c'est ça. Tu l'as-tu fait? T'as-tu été voir un fiscaliste? C'est comment tu as trouvé ton information? Oui, j'ai été voir un fiscaliste. Fait que ça, c'était ton coup de la vie direct en 2 heures. J'ai trouvé un fiscaliste qui a bénévolement répondu à mes questions. Mais oui. Tu dois-tu faire ça longtemps? C'est-tu un début? C'est-tu à la fin? T'es-tu genre, c'est ça, c'est ma vie, puis je l'aime, puis je me vois là à vie? Ouais, c'est ça, c'est ma vie. Je pense pas retourner au Canada jamais. Là. Je pense pas en vacances, là, mais pas pour aller habiter. Mexique, probablement non plus que ça ne durera pas ad vitam aeternam, mais j'aimerais ça continuer à voyager un peu, trouver une autre place, puis éventuellement rester plus de façon permanente dans un autre endroit, mais ça va certainement être une place où il fait chaud puis il y a une plage. Mais pourquoi le Mexique en ce moment? Ben, je suis arrivée ici parce que j'avais un billet d'avion pas cher, puis c'est le seul pays qui me permettait d'entrer durant le corona. Fait que j'ai pris le billet d'avion le moins cher, je suis arrivée ici, puis finalement, ben c'est ça, j'ai rencontré mon copain, fait que finalement, je suis restée ici. Raconte-nous donc ça, juste pour le fun. Quelle partie? Le rencontrage de copains. Ah, moi j'étais à sa plage, puis c'était la première journée que je suis arrivée. Puis là, il y avait un beau petit gars qui lisait un livre sur la plage. Je me suis dit, qui lit un livre sur la plage un dimanche? Alors donc, on s'est parlé. J'étais allée le voir, puis on a pris une bière, on a pris un taille souper, puis après ça, ben, on s'est pas lâché depuis cette journée. La première journée, c'est surtout ça que je voulais te faire dire. C'est la première journée, t'arrives, t'es là, ouais, ok, j'ai les pieds dedans, là. Oui, j'étais arrivée le 5, puis le 6, on s'est rencontrés, puis finalement, ça a changé le cours de mon projet d'habiter à l'étranger, mais pour le mieux, j'imagine. Pourquoi tu veux, parce que tu viens de parler de ça, pourquoi tu voudrais quitter le Mexique? C'est quoi qui est problématique? Pourquoi aller ailleurs? Parce que si t'as quand même, en parlant de ça, tu as quand même la volonté de vouloir comme avoir un nid, hein, éventuellement, et de rester à la même place, mais pourquoi pas le Mexique si t'es là et t'aimes ça? C'est quoi? Je suis là, j'aime ça, ça dépend des jours. Non, mais c'est une très belle culture, c'est un beau pays, c'est rien contre le Mexique, mais c'est pas nécessairement, tu sais, j'ai quand même fait presque tous les pays en Amérique du Sud, puis il y a la culture latine que moi j'aime beaucoup, mais je trouve qu'au Mexique, ils ont des aspects de leur culture qui me rejoignent moins, puis je m'imagine plus dans d'autres pays où est-ce que c'est moins confrontant. Non, mais c'est parce que je veux pas dire des choses négatives sur le pays ou la culture, là, mais tu sais, premièrement, il y a la corruption, puis les cartels, la drogue, les armes à feu, la violence qui est très présente, puis c'est pas dirigé contre les gens. Si t'es pas impliqué dans le problème te cherchera pas non plus, mais t'as toujours, par contre, le risque d'être à mauvaise place au mauvais moment. Ce qui n'est pas le cas pour certains autres pays d'Amérique latine? Pas autant que ça. T'as-tu des conseils de voyage à donner? On est rendu genre, une petite occupation double pour le couple, puis le voyage. Ben, je pense juste que premièrement, c'est de ne pas faire des choses que tu ne devrais pas faire quand tu n'es pas chez vous, même si tu es chez vous, c'est-à-dire vendre la drogue ou genre ce genre d'activité. C'est juste que tu es loin de ça. Mais sinon, ben, tu sais, je pense juste en général.
pour remarquer les choses, que des fois, quand t'es un peu en mode party ou vacances, ben tu remarques pas. Fait que c'est de regarder comment les gens ils se parlent, comment les gens ils circulent, c'est qui les clics, c'est quoi qui se passe. C'est d'être très vigilant, puis c'est beaucoup d'observation, puis souvent on oublie d'observer. Mais sinon, ben, je veux dire, faut pas se promener avec la peur au ventre non plus. Il faut être naturel, puis il faut avoir du plaisir. Il faut profiter de ce qui se passe, mais c'est ça, c'est d'être vigilant, puis c'est de pas oublier qu'on n'est pas chez nous. Fait que si on a sacrifié quelqu'un, ça va être toi, là. C'est toi, là. T'es la blanche ou t'es le blanc, puis t'es pas chez vous, t'sais. Fait que ça, c'est une chose à pas oublier. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve qu'ici, particulièrement parce que je suis dans une zone aussi qui est touristique, fait que forcément, les gens viennent faire le party, fait que forcément, il y a un bon marché là, pour le cartel, mais c'est très présent, puis c'est envahissant un peu. C'est quand même, malgré ce point-là, c'est quand même très cool que tu fasses ça, puis j'admire le fait que t'es parti tout seul, puis genre, t'es bien, puis t'as fait quand même si tu veux aller t'en faire un ailleurs, un petit nid là, puis que tu sois quand même, le système D est fort chez toi, c'est sûr, si t'es capable d'aller t'installer à l'étranger, puis genre de te faire un copain la première journée, puis de travailler à partir de là, puis d'être au courant de toutes les lois, puis etc. Tout à ton honneur, ma chère Rose. Merci. Sinon, au niveau entreprise, par rapport au fait que ça va faire quoi? Combien de temps déjà qu'on collabore plus ensemble officiellement? Presque 1 an. Comment ça se passe au niveau. C'est quoi mettons, les plus grands défis que tu as vus? Pas nécessairement, ça peut être mêlé au fait que tu es à l'étranger, mais juste en général. Ben, je pense que les plus grands défis, c'est toujours de trouver des personnes avec qui la collaboration est facile, fluide, en confiance. Tu sais, des fois, tu as l'impression que quelqu'un a vraiment du bon vouloir, puis finalement, c'est une collaboration qui est difficile, puis qui n'est pas selon les termes ou selon ce que tu avais perçu que ça serait au départ. Tu sais, puis finalement, ben, tu es des fois pris dans des engagements qui te donnent plus de plaisir. Pour moi, c'est sûr que on comprend que ma vie est basée sur le plaisir, principalement. Fait que c'est rushant pour moi, tu sais, d'être pognée, là, mettons. Mais sinon, en général, j'ai vraiment eu de la chance. Là. J'ai eu des bons clients très rapidement qui sont super fidèles, qui m'ont proposé plein de projets, puis tu sais, qui me rappellent, tu sais, à leur projet suivant, qui m'ont référé. Tu sais, j'ai vraiment eu un système de clients collaborateurs qui est vraiment sa coche. Là. Comment tu t'es bâti? Parce que question. ça a quand même été vite, là. Tu sais, quand on était pas mal presque ton seul client quand tu collaborais avec nous, puis en dedans de, me semble, 3 mois, tu thrivais là, sur un autre niveau. Oui, ben je pense honnêtement que je vais me lancer des fleurs, mais tu sais, que d'être moi-même, je pense que ça fait que les gens, ils ont eu envie de me référer, ils ont eu envie de collaborer avec moi. Puis, tu sais, j'ai pas fait de prospection en tant que telle, mais j'ai fait beaucoup de cafés virtuels. J'en ai fait plus de 70, tu sais, l'année dernière. Puis, plus de 70, j'ai arrêté de les compter, mais tu sais, fait que ça fait 70 heures de rencontres one-on-one, tu sais, vraiment cœur à cœur. Puis je pense que ça, ben, tous mes clients sont venus de ces rencontres-là ou de références de ces rencontres-là. Fait que je pense vraiment que c'est d'avoir mis du temps dans mon réseau, puis mis du temps à me construire, pas juste des connexions sur LinkedIn, mais de construire des connexions où est-ce qu'on se connaît, tu sais. Fait que je pense que ça a été principal. Tes 70 cafés virtuels, justement, c'est comment que tu as approché les gens pour le café? Ça a été quoi ton approche par rapport à ça? Ben, la première fois, j'ai fait un événement, comment ça s'appelait? Le speed meeting. Fait que, c'était comme juste, j'avais mis tout mon calendrier ouvert. J'ai fait un post sur LinkedIn pour dire, allez booker mon calendrier, je veux rencontrer des gens. Puis j'ai eu une vingtaine quand même de personnes qui sont allées me booker. Fait que dans l'espace de 2 ou 3 semaines, j'ai fait comme beaucoup, beaucoup de rencontres. Fait que ça a été comme le gros point de départ. Puis après ça, ben, c'est moi vraiment qui approche les gens, tu sais, puis quand quelqu'un, j'ai vu son nom circuler ou j'ai échangé avec lui sur une publication, peu importe, ben, je vais vraiment lui écrire personnellement. Puis je dis, allô, j'aimerais ça qu'on fasse un café virtuel pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Puis les gens sont vraiment ouverts, ils aiment ça. J'ai eu des gens qui m'ont approché aussi à l'inverse, puis j'ai juste répondu que oui. Mais toutes les demandes de café, je les ai acceptées, puis j'essaie d'en faire au moins 3 par semaine, tu sais, quand je suis capable quand même, là. Fait qu'un petit 3 heures à chaque semaine pour continuer à l'agrémenter. Puis là, des fois, je me refais des deuxièmes meetings. Là, ça fait 1 an, fait que là, je commence à me faire des
deuxième rencontre comme de rafraîchissement. Puis les gens glacé. Café glacé. Excusez. C'était-tu une joke de contexte avec le Mexique, ça? Non, parce qu'elle a dit, je veux faire des petits rafraîchissements. Ah, oh mon Dieu! On est là, on a vécu ça ensemble. Incroyable. Ok, je te laisse poursuivre, Rose. Gros fourré pour rien. Bon, on va revenir, les amis. Chère audience, on est revenu dans 3, 2, 1, let's go! Tu peux continuer, Rose, ce que tu disais. Tu peux continuer, Rose, c'est bon. Okay. Fait que là, tu fais des rafraîchissements, c'est ça, avec les gens après un an qui est super. Puis au niveau de justement ces relations-là, c'est-tu des gens que tu contactes régulièrement, que tu prends des nouvelles? Comment ça se passe de ce côté-là? L'entretien, mettons, de ces relations-là aussi. Parce que c'est bien beau d'avoir de nouvelles relations, mais c'est l'entretien de ces relations-là, je pense qu'ils sont beaucoup la clé également. Oui, pas tous que je rafraîchis, mais j'en ai peut-être une 15, vingtaine que je prends des nouvelles ou que vraiment je prends le temps de faire des réponses personnalisées, plus développées sur leurs publications pour qu'ils puissent réinteragir après. Puis voilà, on se fait d'autres cafés ou sinon on s'écrit des messages sur LinkedIn. Il y en a avec qui les relations sont plus proches, puis on s'écrit sur Facebook ou peu importe. Mais très cool. Il y a comme quelqu'un qui fait de la construction en ce moment, on dirait, chez toi. Ça devrait arrêter. Puis, je veux savoir, au niveau, ça avance super vite, le niveau web, on le voit, niveau rédaction. Qu'est-ce que tu as remarqué qui a changé, mettons, juste dans ton 1 an en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui a changé? Puis, qu'est-ce que tu penses qui s'en vient aussi au niveau rédactionnel? Ben, ce qui a changé, ben, tu sais, c'est toujours en évolution, c'est en constante évolution, ce qui est le genre de texte qui est à la mode, le genre de publication qui fonctionne ou qui fonctionne pas, c'est toujours, tu sais, là, c'est beaucoup de storytelling, mais l'année dernière, c'était un petit peu moins ça. Fait que c'est toujours de se garder à l'affût, là, ça change tout le temps. Ce que je pense qui s'en vient, c'est que je pense que la rédaction va de moins en moins être au premier rôle, puis que ça va être de plus en plus du soutien à la vidéo, du soutien à l'audio, ça va être plus pour faire des textes de fond, style pour le SEO, mais que ça va être moins des textes qui vont être faits pour être lus. Fait que ça, je pense, ou que ça va être des textes de plus en plus courts, des articles de blog de 5000 mots, je pense plus que ça va pogner tant que ça. Fait que je pense que de plus en plus, la rédaction, ça va devenir en appui à d'autres médiums, puis ça va comme être un peu moins ce qui va être mis au devant. Reste que les réseaux sociaux comme LinkedIn, non. Mais si on parle, exemple, de site web, de blog, c'est de plus en plus court. Fait que c'est de moins en moins la chose qui flash, tu sais. Sinon, au niveau, justement, storytelling, y a-tu comme 3-4 bonnes pratiques pour toi que c'est comme des super importants là, à faire, là, justement? Donc, on parle sur LinkedIn, là, plus précisément. Oui. Ben, je pense que la première étape, numéro 1, c'est de trouver les émotions que tu veux véhiculer. Parce que le storytelling, ça marche quand ça génère une émotion. Puis si tu fais juste raconter ton histoire puis ça génère rien, on s'entorche, tu as perdu ton temps. T'sais. Fait que il faut que ça génère une émotion. Puis fait que la première étape, c'est vraiment qu'est-ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là, puis qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent. Tu veux-tu qu'ils trouvent ça drôle, que ça soit humoristique? Est-ce que tu veux qu'ils pleurent avec toi? Est-ce que tu veux qu'ils soient sous le choc? Est-ce que tu veux qu'ils soient fiers puis soient motivés? Fait que ça, premièrement, il faut que tu saches où tu t'en vas. Puis, ben, la deuxième étape, c'est de commencer avec 1 ou 2 phrases au début qui sont vraiment poignantes puis qui donnent envie d'en savoir plus. On s'éloigne des clichés. Vous ne saurez jamais ce qui m'est arrivé. Ça, c'est pas une bonne introduction. Fait que, tu sais, il faut que tu sortes des clichés, mais il faut quand même que tu viennes ton lecteur. Et je dirais que la troisième étape, ben après ça, c'est juste d'écrire simplement. Tu sais, d'enlever les éléments qui sont flafla, là, tu sais, qui sont importants pour toi, puis ça te fait rire, mais ça change rien à l'histoire. Fait qu'enlève-le pour que dans l'histoire, ben, ça soit court, ça soit concis, puis que ça soit juste des éléments qui font avancer. Tu sais. Fait que je pense que c'est 3 points quand même qui sont importants. Tu m'as déjà reproché ça, d'ailleurs. Tu mets trop de verbes dans tes textes, Jean-Michel. C'est quelque chose que je fais, c'est un souci de passer à travers mes textes puis de faire comme, OK, tel adjectif était vraiment pas nécessaire, comme telle chose. J'enlève comme, je vais venir épurer une fois que j'ai fini comme ma rédaction. Fait que je suis contente que tu le mentionnes comme point aujourd'hui.
Mais ce que Jean-Michel disait, c'est qu'il disait 2 verbes au lieu d'1, mettons, pour pouvoir faire. Mais pour faire, pourquoi pouvoir faire? Pour faire. L'action, c'est faire, c'est pas pouvoir. Fait que c'est ça, mais on a tendance à faire ça parce qu'à l'oral, on va le dire de cette façon-là, puis c'est vraiment correct, mais à la lecture, ça fait que les phrases sont longues, puis ça fait qu'on décroche, puis on se rend pas au bout qui est comme le bout intéressant. Ouais. C'était un bon point, j'ai noté. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça parce que c'est ça qu'on fait à l'oral. Puis, exemple, on est à l'université, c'est ça qu'on va écrire dans nos textes aussi parce qu'en fait, ça a un certain sens. Mais quand tu as un nombre limité de caractères, ben, c'est ce genre de choses-là qu'il faut que tu vois. Non, mais pour revenir à une des phrases que tu as dit, c'est l'accroche au départ là, de faire les 2 premières phrases, que c'est vrai pour tout le texte. C'est comme si tu veux guider les yeux, puis guider les yeux, c'est aussi que ça soit pas lourd à la lecture. Pour que ça soit pas lourd à la lecture, mais fais ça simple. Maud, elle a fait un post la semaine passée sur le Enter Happy. Là. Elle a le Enter Happy pour faire en sorte que tous ces paragraphes soient comme une phrase, 2 phrases, une phrase. Parce que c'est bien moins lourd à lire visuellement quand tu as juste une phrase ou quand tu as des bullet points ou quand tu as des. Ça va vite. C'est cool. Ouais. Un des trucs que je voulais aborder, Rose, avec toi, c'est. Un des premiers trucs que tu m'as raconté quand tu t'es parti à ton compte puis que tu as commencé à LinkedIn, c'était que tu haïssais LinkedIn. Tu haïssais faire du contenu, puis que tu en faisais pareil, puis que tu as comme appris à aimer ça. Puis je veux que tu dises pourquoi, puis je veux qu'on en parle après. C'est une question quand même complexe. Mais j'ai appris à aimer ça parce que j'ai vraiment vu la valeur du réseau social derrière moi. Tu sais, maintenant, je suis vraiment la fatigante qui parle de LinkedIn à tout le monde. Parce que c'est vraiment un beau réseau, du moins la façon que le mien est construit, puis j'imagine le vôtre aussi. Tu sais, le monde, c'est le fun. Les gens veulent partager, veulent s'entraider. J'ai justement rencontré tellement de monde qui sont ben j'ai vu que tu faisais des cafés virtuels, je te connais pas, mais j'ai pris 1 heure de ma vie pour te parler. OK, nice. Puis finalement, c'est des bonnes personnes, puis finalement, ils sont là, puis ils me parlent pour vrai, puis ils s'intéressent à moi, puis ils me donnent des astuces, puis il y en a plein de personnes que j'ai contactées justement quand je me suis partie plus au début, tu sais, j'avais des questions de pricing, de façon de faire, de logiciels, etc. Puis j'ai écrit au monde, hey, voudrais-tu prendre du temps pour m'expliquer ça? Oui, pas de problème. Ils sont transparents, ils sont disponibles, puis ça fait tellement du bien, justement. Moi, je travaille tout seul de mon ordinateur. J'ai pas un réseau autour de moi, mais mon réseau, il est vraiment là sur LinkedIn, puis il est vraiment présent. Puis quand j'écris maintenant, j'écris pas juste parce qu'il faut que je sois présente. J'écris parce que je parle à ces personnes-là, tu sais. Je le sais, c'est qui les gens qui lisent. Fait que je sais vraiment que je parle. Tu sais, je parle à Maude, je parle à Nathalie, je parle à Nadine, je parle à François, je parle à JM. C'est à eux que j'écris, là. C'est eux qui vont me lire. Puis il y en a plein d'autres aussi, puis tant mieux, mais la personne primaire, ben c'est les gens avec qui j'ai connecté. Fait que ça, c'est cool, tu sais. C'était super beau l'angle que tu as été. Je rajouterais en disant que tu parlais de ça à la base parce que c'est aussi dans le type de contenu que tu faisais, que je pense que tu te sentais un peu obligé, puis que finalement, tu as comme trouvé de OK, moi, ça me tente de me parler de tout ça, fait que je vais parler de tout ça. Ouais. Puis là, j'imagine que ça se mêle à tout ça que tu viens de dire, de justement, tu sais à qui tu parles, fait que là, ça me tente de parler de ça aux gens à qui ça me tente de parler. Ouais. C'est l'étape que tu as dit quand tu as décidé, OK, là, je peux être moi-même, puis je vais faire vraiment les choses comme pour être moi-même à travers ça. Fait que j'imagine que là, il y a eu comme un déblocage ici au niveau de ton contenu. Puis ça l'a paru dans ton type de contenu. Moi, je l'ai vu, là, l'évolution aussi. Ça l'a vraiment paru, là, le fait que, bon, des fois, tu veux, c'est qu'une petite phrase parce qu'on dirait que j'avais juste envie de publier, fait que je le fais, ça a l'air spontané, puis c'est le fun. Oui, parce que c'est sûr que quand quelque chose est forcé, ben c'est forcé. Puis quand quelque chose est comme naturel, ben c'est ça. Ça apparaît. Puis ce que je fais maintenant, c'est que quand j'ai une idée, je l'écris pas sur un papier. Je m'en vais le rédiger tout de suite au complet, puis je le cédule. Fait que là, tu sais, mettons, j'ai des trucs des trucs qui vont être postés automatiquement jusqu'à la fin de février. Mais je vais avoir des idées d'ici là, puis ils vont juste s'ajouter à la fin. Puis si j'ai de quoi qui c'est vraiment d'actualité, ben je les interchange dans ma grille, mais j'écris tout de suite toute mon idée quand je l'ai, puis comme ça, je sais que j'ai des trucs jusqu'à fin février, fait que j'ai jamais la pression. Puis quand j'écris, c'est parce que j'ai une bonne idée, puis ça me tente de l'écrire. Donc, tu fais une partie de ton contenu toute d'une shot, une journée, ça te tente, puis tu fais ça, non? Non. Mais tu t'en as jusqu'à fin février. Parce que quand ça arrive. Oui, c'est ça. Maintenant, je peux être, exemple là, après la rencontre, j'ai une bonne idée, ben je vais le rédiger, mais je vais en rédiger juste un, puis je vais le mettre à la fin. Là, ça va être la première semaine de mars.
Souvent, je les fais un par un quand même, mais je les fais dans des moments où est-ce que... OK. Si, mettons qu'elle a 5 idées par semaine, mais qu'elle en publie 3, ben ça en fait 2 pour la semaine prochaine, puis ainsi de suite, ça s'accumule. Et voilà. Parce que moi, je suis pas capable de me dire parfait, lundi matin, je fais ça. Aucune chance. Ça va pas arriver. T'es pas routinière. Non. Moi, lundi matin, je me lève, je m'habille, je déjeune, je m'assois et je fais ce que j'ai envie. C'est-à-dire, des fois, je travaille pas, des fois, ben, ça va être de rédiger pour tel client, des fois, ça va être de rédiger pour moi, des fois, ça va être de faire des visuels pour mon Instagram, des fois, ça va être de faire de la paperasse. Mais je sais jamais ce que je vais faire. Wow, c'est quoi ça, des visuels pour ton Instagram? Tu commences à te builder une page Instagram? Ouais, ben, ça fait quand même un petit bout que je l'ai, mais là, j'ai commencé à plus publier hebdomadairement. Ça se dit, je pense. On On va l'accepte. aller suivre ça. Sinon, le nom Ondas Marketing, ça vient de où, le nom? Ben, ça vient de... Je cherchais quelque chose qui, comme moi, flot, sans règles. C'est pas quelque chose qui était cadré, là, ça c'est sûr que ça ne fonctionnerait pas. Puis là, ben, c'est sûr que moi, ma vie, c'est être à côté de la mer, c'est d'être dehors, c'est d'être un peu au gré des événements aussi. Puis fait que nature, un peu sans limite. Je voulais quelque chose aussi qui était un peu espagnol parce que c'est vraiment, ben, c'est la langue que je parle le plus à tous les jours, mais en même temps qui allait bien se dire en français parce que mes clients sont là. Alors, finalement, j'ai trouvé ce mot-là que ben, c'est une onde, dans le fond. Fait que c'est comme les ondes dans l'eau, c'est comme les ondes partout. Puis, mais ça n'arrête jamais une onde de se réverbérer, mais tu sais jamais exactement où, sur quoi elle va se réverbérer. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouvais que c'était quand même représentatif. Fait que, voilà, Ondas. Et c'est quoi C'est Ondas cool parce que sans le savoir... Oh, vas-y, Jim. Et c'est quoi Ondas Marketing? Tu fais quoi? C'est quoi? Parce qu'on en a même pas parlé. Fait que là, nos chers auditeurs vont se rendre jusqu'à ici en sachant pas. En sachant que tu es une digital nomade et que tu es une bonne humaine, mais en sachant pas qu'est-ce que tu fais. Ben, ce que je fais de la rédaction web et de la stratégie aussi. Je rédige principalement pour les réseaux sociaux. LinkedIn, on en a parlé un peu, mais je fais aussi du Facebook, du Instagram. Je me limite idéalement à ça. Puis, j'ai de plus en plus de sites web, d'infolettes, d'articles de blog. J'ai incorporé le SEO à ma formation. Je fais une formation SEO pour être capable justement d'aller rédiger des sites web, puis les métadescriptions, etc., des articles de blog. Je fais de la traduction aussi, français, anglais, espagnol. Fait que j'ai des services qui sont très larges parce que j'aime pas la routine, j'aime apprendre puis j'aime être challengée, mais ça reste toujours au niveau de l'écriture. Voilà. Parce que c'est vraiment cool. Parce que je m'en allais dire par rapport à... je retourne dans l'autre sujet, là, mais à ton nom. C'est drôle parce que, tu sais, on a collaboré ensemble vraiment longtemps. Puis tantôt un peu, comme tu disais, pas tu te tiens, mais tu connectes avec des gens aussi qui te ressemblent souvent. Là. C'est ce qui fait que tu entretiens des relations parce que les gens te ressemblent. Puis Jean-Michel et moi, quand on parle de Wave NC, on parle souvent aussi d'une wave un peu comme un onde, puis tout ça. Fait que ça se ressemble quand même. Puis je pense qu'on a un peu la même énergie par rapport à ça. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, on est connectés. Connecté. Là, personne ne nous voit, là, mais on fait comme un signe. C'est bon. Ben écoute, c'est vraiment le fun de t'avoir reçu aujourd'hui. Je finirai avec la question là, que tout le monde nous entend tout le temps parler. Mais comment, toi, tu trouves ton équilibre digital sur le bord de l'eau? Et ça, c'est une bonne question. J'ai vraiment une relation amour-haine avec les réseaux sociaux ce temps-ci. Fait que je suis en grand... c'est dur pour moi de le gérer, mon équilibre digital, honnêtement. Mais j'essaie vraiment de mettre le plus possible de sincérité, puis d'honnêteté, puis de transparence, puis de pas jouer un personnage, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Puis je le fais en montrant des aspects de moi qui sont moins glorieux, si je peux dire. Tu sais, par exemple, la publication que j'ai faite en janvier au retour des fêtes, que tout le monde publiait. Les seuls qui ont publié, c'est ceux qui étaient pleins d'énergie, gonflés à bloc et vraiment motivés pour le début d'année. Puis moi, j'étais comme malade, j'étais couchée chez nous, je voulais rien dormir. C'était pas un manque de motivation, je pense que c'était vraiment physique, mais tu sais, j'étais pas là, j'étais pas capable de faire ce que je voulais faire, j'étais pas capable de m'impliquer. Fait qu'au lieu, puis là, je lisais les autres personnes, puis je me sentais vraiment
pas là, tu sais. Mais au lieu de juste garder ça pour moi, ben, je l'ai partagé. Puis j'ai eu quand même beaucoup de beaux témoignages de personnes qui m'ont dit ça me fait plaisir de lire ça parce que moi aussi, je me sens comme ça. Puis je pense que c'est un côté qui est dur à faire parce que c'est d'être vulnérable, mais je pense que c'est ça qui fait que les réseaux sociaux sont vrais, puis qu'on se reconnaît dedans, puis que ça devient pas une source de stress de regarder ces réseaux sociaux, puis de se comparer, puis de se sentir moins que les autres, mais qu'au contraire, c'est un endroit où est-ce qu'on peut se reconnecter puis se rationaliser un peu, tu sais. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Ouais, j'ai vu une publication en plus la semaine passée, je trouvais ça vraiment bon parce qu'il y a des classiques du genre quand tu es un bon entrepreneur, faut que tu te lèves à 4 heures du matin, 30 minutes d'exercice par jour, 30 minutes de lecture. Tu sais, il y a comme plein d'images de ça sur Instagram, elle est comme ultra présente. Puis quelqu'un qui en a parlé sur LinkedIn, il est comme je me lève à 11 heures, je me couche à 2 heures, je travaille moins de temps, ma compagnie va bien pareil, tu sais, puis c'est comme la pression que tout le monde se met autour du monde entrepreneuriat est là aussi. C'est correct de faire les choses différentes, puis de pas lire un livre 1 heure par jour, puis de pas faire 30 minutes d'exercice une journée, etc., etc. Fait que ça rejoint un peu ce que tu dis, je pense. Oui, ben je pense que c'est la mode aussi de commencer à, tu sais, puis si quelqu'un aime ça, travailler 12 heures par jour, puis tu sais, t'aimes ça être dans le jus, puis t'aimes ça travailler à fond, ben c'est correct, là, tu sais, c'est vraiment parfait. Mais moi aussi, là, moi, je me lève, j'ai pas mis de cadran depuis 1 an et demi. Moi, je me lève quand je me lève. Je me réveille. Des fois, je travaille tout de suite. Des fois, je brette pendant 2 heures. Des fois, je travaille pas pantoute. Des fois, je travaille 8 heures sans manger, sans aller faire pipi quasiment. Tu sais, je suis l'énergie que j'ai puis l'envie que j'ai pendant la journée. Puis ça marche, puis ça va. Puis, tu sais, il y en a pas de problème, là. Mes clients, ils sont tous répondus, sont tous heureux, sont tous contents, puis moi aussi, puis il n'y en a pas de recette, tu sais, fait chaque personne a sa propre équilibre. Exact. Un gros merci, Rose. C'était très bon. Merci à vous. Surtout la fin. Mais c'était un plaisir de te recevoir. On se reparle bientôt, c'est sûr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. On te suit où? Ben, sur LinkedIn, Rose Perron-Légaré, puis sur Instagram, Ondas Marketing. Je publie des trucs à tous les semaines et j'essaie de mettre des stories. Et sinon, ben, j'ai mon site web, ondasmarketing.ca. On va aller voir ça. Yes, sir. Hey, salut. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.